À notre Et on nouvel revient invité, à notre justement. invité Nils Ackermann est avec nous, photojournaliste suisse et cofondateur de l'agence Lundi 13. Et il travaille en Ukraine depuis 2019. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Nils Ackermann. Bonjour, depuis Merci. 2009, pas depuis 2019. Oui, ça a été depuis 2009. Oui. Et puis vous avez passé quelques années, effectivement, en tout cas par le passé, en Ukraine. Expliquez-nous un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes depuis le début de cette guerre en Ukraine. Beaucoup d'émotions, j'imagine, vous qui connaissez bien ce pays et ses habitants. Oui, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a deux personnes en moi en ce moment. Il y a le journaliste d'un côté qui est obligé de parler de ce qui se passe dans le pays, et puis il y a l'être humain qui a vécu. J'ai consacré un tiers de ma vie à ce pays. Ouais. J'ai découvert un petit peu par accident, et j'y ai beaucoup d'amis. J'y ai une partie désormais de ma famille aussi. Et c'est vrai que du coup, je suis ce qui se passe avec ces deux angles. D'un côté, j'ai envie de relayer des informations les plus précises possibles, et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a aussi une partie qui est humainement touchée par ce qui est en train de se passer sur place. Bien sûr. Ce dont on parle beaucoup depuis en tout cas plusieurs jours déjà, depuis les premières heures même de la guerre, c'est d'une certaine façon l'esprit de résistance de ce peuple ukrainien. Comment vous avez vu en fait cet esprit-là? C'est un esprit de résistance où, on va dire, un national qui était déjà présent depuis quelque temps ou qui s'est révélé, renforcé à travers cette agression? C'est quelque chose que j'ai découvert en 2014 durant la révolution de la dignité. Ouais. J'ai connu les Ukrainiens jusque-là extrêmement calmes, extrêmement respectueux. C'est vrai que pour connaître un peu les manifestations que vous avez régulièrement en France, où on voit des voitures qui brûlent quasi systématiquement, j'ai toujours été impressionné par le côté extrêmement respectueux de la population ukrainienne qui, quand elle manifestait, par exemple, s'en tenait vraiment à son but précis et évitait tout dommages collatéraux. Et j'étais impressionné pendant la révolution de Maïdan de voir à quel point ce calme, tout d'un coup, avait pu être canalisé en une énergie collective très forte et en une absence de peur, ou en tout cas des convictions qui supplantent la peur. Pour vous donner un petit exemple, il y avait eu, parce que la révolution de Maïdan, qui ensuite est devenue la révolution de la dignité, ça a commencé par une petite manifestation sur la place par des manifestants, des journalistes et des activistes. Et puis, suite à une intervention policière extrêmement violente, ça a monté en puissance, avec aussi du côté des autorités beaucoup de mesures très fermes. En janvier 2014, il y avait eu des lois dictatoriales qui avaient été passées et qui autorisaient énormément de choses de la part de la police, notamment du tir à balles réelles. Et à ce moment-là, je me disais, OK, ils vont s'arrêter. Moi, avec mon regard de Suisse, très conservateur, très protecteur, je me disais, c'est la fin. Et en fait, non, le mouvement a regagné en intensité, a redoublé d'intensité. Et certains amis me disaient à l'époque qu'il y avait un jour où il y avait un ultimatum sur la place Maïdan. Si tel jour vous êtes sur la place, la police a le droit de vous tirer dessus. Et les gens se ruaient dans le métro pour être sûrs d'être à l'heure sur la place Maïdan pour voir si effectivement ça allait arriver. Et cette détermination, elle est liée à un attachement très fort à la terre. C'est une population qui a subi au cours des derniers siècles de nombreuses tentatives d'oppression, sous le tsar, sous l'Union soviétique, et maintenant on le voit aussi avec le voisin russe. Et c'est vrai que cette population, elle a toujours été extrêmement résistante, donc c'est inscrit dans leur gène. Et ces images qu'on voit en ce moment de populations civiles non armées qui se mettent face à des tanks, qui se mettent face à des convois militaires, c'est extrêmement impressionnant. Et plus le temps passe, moins ça me surprend, mais ça me touche pas moins pour autant. Nils Ackermann, il y a ce sentiment national d'une part, il y a la question de l'armée aussi ukrainienne de l'autre. C'est vrai qu'on aurait pensé au début, entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, à une sorte de conflit éclair avec l'aviation ukrainienne qui a été très rapidement neutralisée finalement. Qu'est-ce qui explique que ça tienne, cette armée, elle est quand même... ça veut dire qu'elle s'est modernisée, qu'aujourd'hui elle peut tenir face à l'armée russe? Comment elle fait?
Tout en disant, bien sûr, on y reviendra dans un instant, mais que notamment, c'est la ville de Kherson qui est tombée ces dernières heures dans le sud du pays, une des grandes villes en Ukraine. Donc, Mariupol est aussi extrêmement exposée. Oui. L'armée ukrainienne l'armée ukrainienne en 2014, c'était une ruine absolue, avec une hiérarchie soviétique, avec aussi beaucoup de personnes dans la hiérarchie qui travaillaient plus pour Moscou que pour Kiev, avec des équipements en mauvais état, vraiment un sous-investissement, des soldats mal payés et des soldats qui finalement ne savaient pas exactement pourquoi ils se battaient. C'était encore en 2014 un pays parcouru par beaucoup de lignes de fracture au niveau des questions linguistiques, religieuses et tout ça. Donc, pour les soldats ukrainiens qui devaient défendre, par exemple, la Crimée en 2014, il n'y a pas une très grande motivation. Et une image qui m'impressionne, en fait, en voyant en ce moment l'uniforme, l'équipement, l'entraînement et la motivation des soldats russes qui sont en train d'envahir l'Ukraine, c'est que j'ai l'impression de revoir, en fait, les soldats ukrainiens de 2014. J'ai l'impression de voir une armée qui n'a pas réussi, heureusement pour l'Ukraine, à se moderniser. Beaucoup d'observateurs sont surpris d'ailleurs de ne pas voir certains des équipements très modernes qu'on voit défiler sur la place rouge chaque année. On voit de l'équipement assez ancien, à part quelques objets un peu plus récents. Mais surtout, on voit au niveau des ressources humaines que ces soldats sont très mal payés, mal nourris, mal équipés, et qu'ils ont face à eux une armée ukrainienne qui, au cours des 8 dernières années, s'est rapprochée de l'Ouest. C'est un rapprochement qui est venu par la force des choses. En 2014, les Ukrainiens ne voulaient pas adhérer à l'OTAN. En 2014, il n'y avait que 18% de la population qui était favorable à un rapprochement avec l'OTAN. Et ça a changé. Le déclenchement du conflit à l'Est, l'occupation de la Crimée, qui a poussé ce pays à moderniser son armée, son économie, beaucoup de choses. Et je ne peux pas faire de pronostics pour dire est-ce que cette armée ukrainienne est suffisamment forte maintenant pour battre une des plus grosses armées au monde. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que... En tout cas, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui et les explications, en tout cas, que vous en tirez. Et je vous remercie, Nils Ackermann, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour toutes ces précisions. C'est un plaisir, en tout cas, de vous recevoir ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, photojournaliste suisse, cofondateur de l'agence Lundi 13. Vous travaillez sur l'Ukraine depuis, vous avez passé, c'est un tiers de votre vie à travailler sur ce pays. Votre projet, l'Ange Blanc, sur la jeunesse vivant à proximité de Tchernobyl, je le rappelle, a reçu de nombreux prix internationaux. Merci à vous et bonne journée. Et on continuera sur ce sujet, sur cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'elle est partie pour durer? On en parlera avec des experts dans la prolongation de ce qu'on disait, instants. Justement. Absolument. À tout de suite, c'est le Grand Matin Sud Radio, il est 9h35.